Dans la vie d'un astronome, c'est absolument extraordinaire de pouvoir vivre l'explosion d'une supernova et pouvoir la suivre. Moi, personnellement, si on m'avait dit il y a 5 ans que je pourrais observer une supernova dans le nuage Magellan, je ne l'aurais pas cru. Qu'est-ce que c'est une supernova? Bon, brièvement, une supernova, c'est un des résultats possibles de la mort d'une étoile. C'est le mécanisme dans la combustion de l'évolution chimique de l'univers, de la galaxie et surtout de la Terre et de la vie. Parce que tous ces éléments lourds qui sont nécessaires à la vie ne pourraient jamais arriver sur une planète s'il n'y avait pas eu d'explosion de supernova. Le Soleil, c'est une étoile? Le Soleil, c'est une étoile. Si le Soleil explosait, ce serait une supernova? Non, c'est beaucoup trop petit. Le Soleil, c'est banal. Si le Soleil n'explosera pas comme ça, il se transformera en une géante rouge, puis après il se refroidira, il se contractera, et ça terminera ce qu'on appelle une étoile naine. Quand vous dites trop petit, c'est quoi trop petit par rapport à la supernova? Le rayon primordial de la supernova, c'était 3000 fois le rayon du Soleil. Et la masse, à peu près 10 fois plus. Donc c'est tout à fait un autre ordre de grandeur. Elle est loin de nous, cette supernova? Elle est à 50 kg/sec, ça fait 163 000 années-lumière. Pour nous, c'est très très près. C'est plus important pour nous que ça soit dans les nuages Magellan plutôt que ça soit dans notre galaxie, parce que vous imaginez dans la jungle, vous êtes dans un chemin obscur, vous ne voyez pas très bien où vous allez, vous ne voyez pas le fond, et tout d'un coup, au fond du chemin, vous avez une lumière qui s'allume et qui vous éclaire tout ce qu'il y a entre vous et la fin du chemin. Ben, cette supernova, c'est ça. La lumière a traversé d'abord le nuage Magellan, donc qui est la galaxie la plus proche de nous. Après, elle a traversé tout l'espace intergalactique, et en plus, elle a traversé notre galaxie, ce qui nous permet d'observer pour la première fois vraiment tout ce qu'il y a dans l'espace interstellaire, intergalactique. Et ça n'a pas de prix. On ne pourrait pas le faire si la supernova était beaucoup plus brillante, mais dans notre galaxie, ça ne nous aurait rien appris sur ce qu'il y a entre les galaxies. Qu'est-ce que c'est un observatoire astronomique? Un observatoire astronomique, c'est, pour parler très généralement, un lieu où on reçoit de l'information. Cette information est généralement donnée par de la lumière. Mais au cours des âges, je ne crois pas qu'on n'ait jamais regardé le même objet. D'abord, l'observatoire, c'est le cadran solaire, c'est-à-dire l'axe du gnomon, l'ombre et les onglets qui marquaient l'ombre du jour le plus long ou du jour le plus court et toute l'installation qui existait autour. Ça, c'était une représentation du ciel. Et là, il n'y avait pas d'œil pour regarder, c'était l'ombre qui représentait elle-même les mesures du ciel. Ensuite, et là, quel était l'objet de l'astronomie? L'objet de l'astronomie, c'était la Terre. C'était le rapport de la Terre et du Soleil. Quelques planètes, quelques étoiles, mais d'une certaine manière assez éloignées. Dans l'astronomie qui commence avec Galilée, c'est-à-dire l'invention de la lunette, alors là, l'homme rentre avec son appareil de perception. C'est-à-dire l'œil se met derrière l'objectif et observe. Qu'est-ce qu'il observe? Là, je dirais, c'est évident, c'est le système solaire. Il observe les planètes, le mouvement des planètes, le mouvement de la Terre. Et donc, il y a un deuxième objet qui apparaît. Et puis, dès qu'arrive, en gros, la spectrographie, on commence à analyser la lumière sous l'aspect des couleurs, puis ensuite deux autres longueurs d'onde. Et là, l'objet change à nouveau. C'est les étoiles doubles, les galaxies. Et nous rentrons dans la période contemporaine. On n'a pas, dans les observatoires que je viens de définir, jamais observé le même objet. L'objet profondément a changé, et donc le temps a changé, l'espace a changé, et la théorie avec elle.
Il y a 163 000 ans, cette étoile a explosé. Sensiblement à la même date, l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui apparaissait. C'était une population d'une centaine de milliers de personnes, à partir de laquelle sont nées toutes les races. Elle est localisée entre l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et la péninsule indienne. Ça commence quand, l'astronomie? Je pense que ça débute par l'homme devant un spectacle, qui est le spectacle du ciel. Alors ce spectacle, on le voit le jour et on le voit la nuit. Le jour, c'est à la fois très riche et très pauvre. C'est très riche parce que c'est la lumière qui est maîtresse de l'espace, c'est le soleil qui nous inonde. Mais la nuit, c'est beaucoup plus riche parce que la beauté du spectacle est infiniment plus diverse. L'expérience de la nuit est quelque chose qui nous prend de partout. Et je pense que la naissance de l'astronomie, c'est à la fois la perception de cette alternance de la lumière omniprésente le jour et de l'expérience de la nuit et du spectacle de la nuit. C'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à réaliser aujourd'hui, puisque nous sommes immergés dans la lumière artificielle. Nous ne savons plus vraiment ce qu'est la nuit. Mais la nuit primitive devait être un spectacle extraordinaire. Vous diriez que ça commence quand, l'astronomie? Ça remonte à quand? Ça commence avec le commencement, si j'ose dire. Il n'y a certainement pas de science plus ancienne que l'astronomie. Et les premiers témoignages que nous en avons sont pratiquement contemporains de la naissance de l'écriture. Or, la définition de l'histoire, c'est ce qui commence avec l'écriture. Et donc, quand je dis que l'astronomie commence avec le commencement, c'est juste, puisque
dès que nous avons l'écriture, nous avons des marques ou des témoignages de cela. D'autre part, non seulement c'est la science la plus ancienne, peut-être la plus belle, mais aussi la plus ancienne, parce que nous avons de fortes présomptions de penser que l'astronomie a été non seulement la première, mais la mère des sciences. Si les mathématiques commencent dans le croissant fertile, en Égypte, à Babylone ou en Grèce, c'est probablement sous l'emprise de l'astronomie. Par conséquent, non seulement elle est la première, mais celle qui produit tout le reste. Il n'y a probablement pas dans la tradition humaine quelque chose de plus ancien et de plus vénérable. Ces pierres dressées que l'on trouve en Arménie, en France, en Angleterre, ce sont des observatoires astronomiques? Observatoire, le mot est chargé d'un sens assez précis. Est-ce qu'on peut leur donner ce sens? Peut-être pas. Mais pour autant qu'on retienne leur fonction comme ayant un rapport avec le ciel, ce qui est vraisemblable, on peut penser à une explication très simple de la nature de ces alignements de pierres dressées. Repérer la direction des phénomènes astronomiques qui changent tout le temps. Le Soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, la direction change continuellement, la Lune occupe des positions très différentes. Est un exercice difficile. Il faut chercher dans ces changements continuels une continuité. Or, il existe des continuités. Par exemple, le jour le plus long de l'année, le Soleil se lèvera, pour ainsi donner, toujours dans la même direction. Le jour le plus court de l'année, le solstice d'hiver, le Soleil se lèvera dans une autre direction, mais là encore, toujours la même. De même le jour du printemps ou de l'automne, les équinoxes. Alors, comment repérer ces directions? Oh, c'est très simple. Se mettre en un point fixe, un centre, toujours le même, et prendre un alignement avec un arbre, mais l'arbre est périssable, avec un bâton planté dans le sol, mais il est périssable aussi. Alors, prendre un alignement en plantant dans le sol une pierre dressée, immuable, stable, que même un tremblement de terre ne jettera pas bas. Ces directions peuvent aussi être considérées comme ayant un rôle en quelque sorte de calendrier ou même un rôle sacré de définition d'un certain rapport de l'homme et du cosmos. Ces pierres sont mises en cercle. C'est à l'image de la voûte céleste? Là aussi, difficile de répondre, mais à partir du moment où l'on a ce centre, d'où se tient l'observateur,
et l'ensemble de ces pierres disposées dans des directions différentes. Les mettre en cercle, c'est en quelque sorte le complément naturel d'un faisceau de rayons. Et de plus, le mouvement même du ciel, en particulier les étoiles autour de la polaire, est un mouvement circulaire dont un observateur attentif relève le caractère régulier et le rôle tout à fait particulier donné à cette figure, le cercle. Alors de là à disposer sous forme circulaire l'ensemble de ces pierres définissant les alignements, pourquoi pas? Ces pierres dressées qui seraient des observatoires astronomiques, on les trouve dans des régions nuageuses où le ciel n'est pas souvent clair. Il faut là-dessus parler du temps, je crois. Qu'il fasse beau ou généralement pluvieux sur une zone donnée peut être simplement un événement relativement récent, parce qu'il y a une histoire des climats comme il y a une histoire de l'astronomie. Par conséquent, il faut bien faire attention d'harmoniser les temps. Quand faisait-il beau? Quand faisait-il un temps plus clément sur telle ou telle région? Vous savez sans doute qu'à l'époque où les Vikings ont découvert l'Islande, puis le Groenland et sans doute le Labrador, il y a eu 2 à 3 siècles où il a fait relativement beau. Et puis tout d'un coup, à partir 3 siècles après cette découverte, subitement, le temps est devenu beaucoup plus froid. Il y a eu une avancée des glaciers et les gens qui étaient partis pour cette belle aventure ont disparu. Par conséquent, il faut faire attention au siècle beau et au siècle froid, au siècle chaud et au siècle sec et pluvieux. Et il faudrait avoir une harmonisation très bonne entre l'histoire du climat et l'histoire des découvertes astronomiques. Et cette science, c'est-à-dire l'idée d'harmoniser les temps pour les 2 sciences, est une chose assez difficile. De la même façon qu'il faut harmoniser le temps de la Terre pour l'avance des continents, le temps du climat et le temps de l'astronomie, et puis le temps de l'histoire. Il faut ajouter à cela que nous disons le climat, et le mot grec intéressant pour votre question, c'est le mot météore. Nous employons le mot météorologie, et nous entendons par là une science du climat, c'est-à-dire de la pluie, de la neige, du soleil, du vent, des choses de ce genre. Le mot météore en grec signifie ce qui est en haut, ce qui fait lever la tête. De sorte que les Grecs entendaient par météore à la fois ce que nous entendrons nous par météore, c'est-à-dire les événements du climat, mais aussi les comètes et les astres. Et à l'origine, il n'y a pas une séparation vraiment nette entre la météorologie et l'astronomie.
On dit souvent que l'écriture est née pour pouvoir compter, pour comptabiliser le blé, le stockage des denrées alimentaires. Ce n'était pas plutôt pour comptabiliser, pour compter les étoiles dans le ciel, ou même pour reproduire les dessins que forment les étoiles dans le ciel? C'est difficile d'affirmer ça, puisqu'on a des catalogues d'étoiles, mais probablement difficile de les dater par rapport aux premières tablettes donnant la fonction que vous décrivez. Mais on peut se dire des choses. Le ciel nocturne, c'est un panorama de signes abstraits. Les constellations, avant même d'être nommées constellations, avant même qu'on les appelle la jambe de bœuf ou la grande ourse ou le bouvier, les constellations sont des dessins abstraits, mais stables, qui reviennent. Un peu comme nous sommes familiers d'un livre dans lequel nous reconnaissons des dessins abstraits, que sont les lettres, stables, qui nous disent un sens. Alors, les constellations, par leur répétition et aussi par la beauté de ce spectacle du ciel, on peut imaginer que l'homme y ait vu la possibilité d'écrire des signes abstraits, stables, et dont la répétition pouvait faire sens. Alors si l'astronomie n'est pas née en inventant l'écriture ou pour se chercher des repères dans le temps, alors pourquoi est-elle née? Nous avons l'habitude, dans notre discours, d'être le plus clair possible et distinct, et pour cela, nous coupons les vérités en morceaux. Et nous disons volontiers, l'astronomie est née pour des raisons économiques. C'est vrai, pour des raisons politiques. C'est vrai, pour des raisons religieuses et sacrées. C'est vrai, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est vrai et c'est faux, parce qu'elle n'est certainement pas née que pour des raisons de repérage, de comptage. Elle n'est pas née seulement pour des raisons économiques. Nous donnons beaucoup d'importance depuis le Moyen-Âge, par exemple, à la situation ou à la richesse économique d'un pays, à la circulation des marchandises et de l'argent. Je ne crois pas que dans l'Antiquité, en remontant, cette importance ait été aussi décisive dans le développement d'une culture. Et par conséquent, toutes les vérités que nous partageons, que nous séparons, que nous analysons, remontent vers l'origine pour se rassembler dans une sorte de somme que nous avons du mal à dire ou à exprimer parce qu'elle n'est pas distinguée comme nous le distinguons maintenant. Par exemple, le même homme à Babylone pouvait, même parfois dans la Grèce archaïque, occuper le rôle de roi, de chef politique, de prêtre, c'est-à-dire de celui qui parle la parole sacrée, de juge, c'est-à-dire qui décide à la fois de façon politique, judiciaire et civile, qui juge et qui sait. Voyez. Et par conséquent, que l'astronomie lui ait servi au début pour des raisons que nous distinguons, qui sont économiques, politiques, religieuses, juridiques, et ainsi de suite,
est vrai, mais il ne faut pas partager, je crois, la causalité des origines comme nous le faisons. Il y a probablement une vérité sommatrice au départ, ou globale, qui est vraie à sa manière. Vous voyez, et je peux difficilement dire autre chose en l'absence de tout témoignage réellement explicite. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a au départ, j'ai envie de dire un Big Bang, c'est-à-dire il y a quelque chose de très serré, de très synthétique, qui explose peu à peu, et nous, on n'en voit que des morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? À l'origine, il y a une cause comme ça, un peu dense. Qu'est-ce que ça veut dire observer? Observer le ciel? Il s'agit de transcrire une réalité subjective, fugitive, la direction du soleil. Elle change continuellement au cours de la journée. La direction de l'étoile polaire, on peut en parler, mais il faut la matérialiser, l'inscrire quelque part. Et observer, ce sera à la fois se donner l'outil, le bâtiment, plus tard le télescope ou la lunette, pour mesurer, pour déterminer une direction, par exemple, et puis la mémoire de cette mesure, il faut l'inscrire. Quand on aura l'écriture, quand on aura la capacité, à Babylone par exemple, de faire des tablettes dans lesquelles on reportera la position des étoiles, on les nommera, on leur donnera une filiation, constellations auxquelles elles appartiennent. Les Grecs leur donneront une magnitude, un éclat. Les étoiles les plus brillantes porteront la catégorie numéro 1, les moins brillantes la catégorie numéro 6. Mais avant d'écrire ces tablettes ou ces tables, c'est l'observatoire lui-même qui va garder la trace dans sa structure de l'observation. L'orientation, par exemple, vers le nord astronomique de la Grande Pyramide, il n'y a pas de livre qui consigne la direction du nord. C'est l'axe même du tunnel qui consigne l'observation. Donc au début, l'observatoire et la mémoire de l'observation sont confondus. Et puis peu à peu, ces deux fonctions vont se séparer. Et dans l'observatoire moderne, l'outil d'observation est une machine extraordinairement complexe, miroir, détecteur, ordinateur. Et la consignation de l'observation, c'est les bandes magnétiques qui sont nos tablettes modernes, notre argile contemporaine. Ça commence quand, la civilisation égyptienne? On mettait aux environs entre 5 et 4 000 ans avant notre ère. Avant, vous avez le néolithique, la civilisation où l'agriculture a été organisée à partir du moment où le Nil a creusé son lit et où les hommes sont restés sédentaires sur les bords en observant la végétation qui revenait régulièrement chaque année. Alors ils ont commencé à planter, ils se sont installés. Dès cette époque, ils avaient dû observer la disparition d'une énorme étoile dans le ciel, Sotis, Sirius, et qui disparaissait pendant 70 jours et qui réapparaissait
exactement le 18 ou le 19 juillet julien. Et au moment où on la voyait réapparaître, tout à fait à la fin de la nuit, quelques instants après, à quelques centimètres à l'horizon du ciel, le soleil se levait. Et ce phénomène extraordinaire, que plus tard on a appelé le lever héliaque de l'étoile Sotis, coïncidait avec l'arrivée de l'inondation. Le plus grand calendrier du monde, cette inondation qui régulièrement revient 365 jours un quart. Avant même l'apparition de l'écriture, les Égyptiens, qui étaient des cultivateurs dès le néolithique, ont fondé leur culture sur l'arrivée de cette eau qui se répandait sur le Nil et qui donnait l'humidité nécessaire au sol afin d'y déposer les graines. De quelle nature étaient les étoiles pour les anciens Égyptiens? Les étoiles, ils pensent que ce sont des fragments d'or ou de métal brillant, de cuivre qui flamboient dans le ciel. Et pour le reste, ils savaient que ces étoiles tournaient autour du pôle. Par exemple, dans les textes des pyramides, le pharaon qui veut renaître comme un Osiris dans le monde, dans l'au-delà, sous la terre, qui veut renaître aussi comme le soleil chaque jour, c'est-à-dire alors là, dans la barque du soleil, ce pharaon aussi veut tourner continuellement, d'une manière impérissable, avec des étoiles qui ne connaissent jamais la fatigue, c'est-à-dire les étoiles qui sont naturellement pas autour de la polaire, puisque le pôle ne s'effisait pas à ce moment par la polaire, mais ces étoiles qui sans cesse ne connaissent pas la fatigue. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le pharaon qui est enterré à l'ouest, dans sa pyramide, il a le dos pris déjà dans le monde des ténèbres de l'au-delà, regarde vers l'est, c'est-à-dire qu'il est prêt au soleil levant de sauter dans la barque, mais qu'il peut très bien se rendre dans l'antichambre, et dans l'antichambre, tourner, piloter à 90 degrés, et remonter la fameuse descendrie par laquelle on a descendu son sarcophage, sa dépouille du mortel, dans la tombe. Et à ce moment-là, il remonte et il tombe entre 28 et 30 degrés, c'est-à-dire il tombe justement dans cette région des étoiles impérissables. Donc il y a une immortalité stellaire, et je crois que l'on n'a pas donné une assez grande importance à tout le domaine stellaire de la civilisation égyptienne. Naturellement, on n'a pas donné parce que
nous n'avons pas de documents, vraiment de très bons documents, nous permettant de savoir quelles sont les conceptions astronomiques des anciens Égyptiens. Nous pouvons penser qu'elles sont certaines, puisque les monuments sont parfaitement orientés, les pyramides sont orientées avec une précision extraordinaire selon un axe nord-sud, les temples sont aussi fort bien orientés, et sans cesse nous avons le sentiment d'axes, et d'axes qui sont des axes nord-sud ou est-ouest qui sont constitutifs du cosmos égyptien. Mais jamais les Égyptiens nous ont laissé un traité d'astronomie par exemple. Il est évident qu'un temple égyptien, c'est vraiment la traduction de la conception du monde. Pour les Égyptiens, il y a un temps zéro, un temps d'origine. Un Dieu créateur s'est manifesté et a créé autour d'un pôle, émergé de l'océan liquide inorganisé, quelque chose qui est venu comme une île, si on veut, et autour duquel, à partir duquel, il a organisé le monde tel qu'on le voit. Or, cet océan primordial subsiste tout autour. C'est comme une île entourée par une immense étendue liquide. Il est présent dessous. Donc, le Nil et l'eau souterraine, c'est une manifestation du Noun qui est toujours là. Et l'océan céleste est au-dessus. Il faut donc voir la création comme quelque chose de précaire, de toujours menacé, de déstructuration, de destruction. Et toute la pensée égyptienne, toute l'organisation que l'on va donner, cette complexe structure des temples, tout ce fonctionnement-là a pour but de faire que le Dieu, donc créateur Amon, par exemple à Thèbes, maintienne cet ordre qu'il a créé. Et qu'il le maintienne d'ailleurs toujours avec l'idée que les choses sont cycliques, qu'il va falloir reproduire ces événements en des périodes déterminées pour qu'il le fasse comme la première fois. Il refasse, il exerce la puissance qu'il a exercée la première fois. Et l'angoisse, c'est de retourner au chaos. C'est que les forces du mal triomphent et qu'on se revienne à la désintégration universelle. Et les étoiles, les astres, pour eux, c'était des fragments d'or, de métal brillant? Eh bien, ce sont d'abord des êtres qui évoluent. On n'a pas une boule, comme on dirait pour simplifier, une boule de matière qui tourne autour de la Terre, mettons, si on prenait le Soleil ou la Lune. Alors c'est absolument pas du tout de cette façon-là que l'astre est vu. Il est vu comme un être vivant. D'ailleurs, souvent, on le considère bien sûr comme un dieu, comme une représentation divine, une manifestation divine, mais il a une vie également diurne. Le Soleil, par exemple, il va traverser l'océan céleste, il disparaît à l'ouest, il va traverser le monde souterrain dans un état qui ne ressemble plus du tout à celui qu'il a pendant la journée. Il revient vraiment dans le ventre, on pourrait dire, de la Terre, et au matin, il est réenfanté comme la première fois. C'est un astre tout neuf, quelque chose de tout nouveau qui réapparaît. D'où cette angoisse extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que le cycle pourrait s'interrompre chaque jour. C'est donc en permanence que règne cette idée que le monde a besoin d'être maintenu pour ne pas être déstructuré. Voilà, dans cette interrogation des Égyptiens, le germe
d'une question qui va habiter l'astronomie jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui tient le monde ensemble? Quelle est cette force, disons-nous en langage moderne, qui fait que les astres tiennent ensemble, ni trop loin, ni trop près? Cette force, Newton va l'appeler beaucoup plus tard la gravitation universelle. Et aujourd'hui, devant un groupe d'étoiles, par exemple, nous sommes capables de décrire en détail cette force qui, comme on l'appelle gravitation universelle, répond à la question que nous posaient les Égyptiens: qu'est-ce qui tient le monde? Les astres évoluent. Les Égyptiens tiennent par là un discours tout à fait extraordinaire. Et cette idée va être en fait perdue pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, l'image de l'univers que nous avons n'est pas une image statique. C'est une image en pleine évolution. Depuis les temps reculés du Big Bang, l'univers se transforme, n'est jamais plus semblable à lui-même et évolue. Lorsqu'une étoile éjecte sa matière ou une partie de sa matière dans l'espace interstellaire, ce que fait une supernova, ce qu'a fait la supernova du Grand Nuage de Magellan en 1987, cette matière éjectée, c'est de la matière évoluée. L'étoile est partie d'hydrogène et disperse dans l'espace du carbone, de l'azote, de l'oxygène, des atomes transformés. Et ce qui se passe à l'échelle d'une étoile se passe à l'échelle de l'univers. Cette évolution, soupçonnée par les Égyptiens, c'est un grand thème de la recherche en astrophysique aujourd'hui.
Pas comme ça, il se transformera en une géante rouge, puis après il se refroidira, il se contractera, et ça terminera avec ce qu'on appelle une étoile naine. Quand vous dites trop petit, c'est quoi trop petit par rapport à la supernova? Le rayon primordial de la supernova, c'était 3000 fois le rayon du Soleil. Et la masse, à peu près 10 fois plus. Donc c'est tout à fait un autre ordre de grandeur. Elle est loin de nous, cette supernova? Et à 50 kg par sec, ça fait 163 000 années-lumière. Pour nous, c'est très très près. C'est plus important pour nous que ce soit dans les nuages Magellan plutôt que ce soit dans notre galaxie, parce que vous imaginez dans la jungle, vous êtes dans un chemin obscur, vous ne voyez pas très bien où vous allez, vous ne voyez pas le fond, et tout d'un coup, au fond du chemin, vous avez une lumière qui s'allume et qui vous éclaire tout ce qu'il y a entre vous et la fin du chemin. Ben, cette supernova, c'est ça. La lumière a traversé d'abord le nuage Magellan, donc qui est la galaxie la plus proche de nous. Après, elle a traversé tout l'espace intergalactique, et en plus, elle a traversé notre galaxie, ce qui nous permet d'observer pour la première fois vraiment tout ce qu'il y a dans l'espace interstellaire, intergalactique. Et ça, ça n'a pas de prix. On ne pourrait pas le faire si la supernova était beaucoup plus brillante, mais dans notre galaxie, ça ne nous aurait rien appris sur ce qu'il y a entre les galaxies. Qu'est-ce que c'est un observatoire astronomique? Un observatoire astronomique, c'est, pour parler très généralement, un lieu où on reçoit de l'information. Cette information est généralement donnée par de la lumière. Mais au cours des âges, je ne crois pas qu'on ait jamais regardé le même objet. D'abord, l'observatoire, c'est le cadran solaire, c'est-à-dire l'axe du gnomon, l'ombre et les onglets qui marquaient l'ombre du jour le plus long, du jour le plus court, et toute l'installation qui existait autour. Ça, c'était une représentation du ciel, et là, il n'y avait pas d'œil. Il y a 163 000 ans, cette étoile a explosé. Sensiblement à la même date, l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui apparaissait. C'était une population d'une centaine de milliers de personnes, à partir de laquelle sont nées toutes les races. Elle est localisée entre l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et la péninsule indienne. Ça commence quand, l'astronomie? Je pense que ça débute par l'homme devant un spectacle.
Dans la vie d'un astronome, c'est absolument extraordinaire de pouvoir vivre l'expérience d'une supernova et pouvoir la suivre. Moi, personnellement, si on m'avait dit il y a 5 ans que je pourrais observer une supernova dans l'univers Magellan, je ne l'aurais pas cru. Qu'est-ce que c'est une supernova? Bon, brièvement, une supernova, c'est un des résultats possibles de la mort d'une étoile. C'est le mécanisme dans la combustion de l'évolution chimique de l'univers, de la galaxie, et surtout de la Terre et de la vie. Parce que tous ces éléments lourds qui sont nécessaires à la vie ne pourraient jamais arriver sur une planète s'il n'y avait pas d'explosion de supernova. Le Soleil, c'est une étoile? Le Soleil, c'est une étoile. Si le Soleil explosait, ce serait une supernova? Non, c'est beaucoup trop petit. Le Soleil, c'est banal. Si le Soleil n'explosera pas. Pour regarder, c'était l'ombre qui représentait elle-même les mesures du ciel. Ensuite, et là, quel était l'objet de l'astronomie? L'objet de l'astronomie, c'était la Terre. C'était le rapport de la Terre et du Soleil. Quelques planètes, quelques étoiles, mais d'une certaine manière assez éloignées. Dans l'astronomie qui commence avec Galilée, c'est-à-dire l'invention de la lunette, alors là, l'homme rentre avec son appareil de perception. C'est-à-dire l'œil se met derrière l'objectif et observe. Qu'est-ce qu'il observe? Là, je dirais, c'est évident, c'est le système solaire. Il observe les planètes, le mouvement des planètes, le mouvement de la Terre. Et donc, il y a un deuxième objet qui apparaît. Et puis, dès qu'arrive, en gros, la spectrographie, on commence à analyser la lumière sous l'aspect des couleurs, puis ensuite des autres longueurs d'onde. Et là, l'objet change à nouveau. C'est les étoiles doubles, les galaxies. Et nous rentrons dans la période contemporaine. On n'a pas, dans les observatoires que je viens de définir, jamais observé le même objet. L'objet profondément a changé, et donc le temps a changé, l'espace a changé, et la théorie avec elle. Dans la jungle, vous êtes dans un chemin obscur, vous ne voyez pas très bien où vous allez, vous ne voyez pas le fond. Et tout d'un coup, au fond du chemin, vous avez une lumière qui s'allume et qui vous éclaire tout ce qu'il y a entre vous et la fin du chemin. Ben, cette supernova, c'est ça. La lumière a traversé d'abord le nuage Magellan, donc qui est la galaxie la plus proche de nous.
Après, elle a traversé tout l'espace intergalactique et en plus, elle a traversé notre galaxie, ce qui nous permet d'observer pour la première fois vraiment tout ce qu'il y a dans l'espace interstellaire, intergalactique. Et ça n'a pas de prix. On ne pourrait pas le faire si la supernova était beaucoup plus brillante, mais dans notre galaxie, ça ne nous aurait rien appris sur ce qu'il y a entre les galaxies. Qu'est-ce que c'est un observatoire astronomique? Un observatoire astronomique, c'est, pour parler très généralement, un lieu où on reçoit de l'information. Cette information est généralement donnée par de la lumière. Mais au cours des âges, je ne crois pas qu'on n'ait jamais regardé le même objet. D'abord, l'observatoire, c'est le cadran solaire, c'est-à-dire l'axe du gnomon, l'ombre et les onglets qui marquaient du jour le plus long, du jour le plus court, et toute l'installation qui existait autour. Ça, c'était une représentation du ciel. Et là, il n'y avait pas d'œil pour regarder, c'était l'ombre qui représentait elle-même les mesures du ciel. Ensuite, et là, quel était l'objet de l'astronomie? L'objet de l'astronomie, c'était la Terre. C'était le rapport de la Terre et du Soleil. Quelques planètes, quelques étoiles, mais d'une certaine manière assez éloignées. Dans l'astronomie qui commence avec Galilée, c'est-à-dire l'invention de la lunette, alors là, l'homme rentre avec son appareil de perception. C'est-à-dire l'œil se met derrière l'objectif et observe. Qu'est-ce qu'il observe? Là, je dirais, c'est évident, c'est le système solaire. Il observe les planètes, le mouvement des planètes, le mouvement de la Terre, et donc il y a un deuxième objet qui apparaît. Et puis dès qu'arrive en gros la spectrographie, on commence à analyser la lumière sous l'aspect des couleurs, puis ensuite des autres longueurs d'onde, et là l'objet change à nouveau, c'est les étoiles doubles, les galaxies, et nous rentrons dans la période contemporaine. On n'a pas, dans les observatoires que je viens de définir, jamais observé le même objet. L'objet profondément a changé, et donc le temps a changé, l'espace a changé, et la théorie avec elle. Dans la vie d'un astronome, c'est absolument extraordinaire de pouvoir vivre l'expérience d'une supernova et pouvoir la suivre. Moi, personnellement, si on m'avait dit il y a 5 ans que je pourrais observer une supernova dans l'univers Magellan, je ne l'aurais pas cru. Qu'est-ce que c'est une supernova? Brièvement, une supernova, c'est un des résultats possibles de la mort d'une étoile. C'est le mécanisme dans la combustion de l'évolution chimique de l'univers, de la galaxie et surtout de la Terre et de la vie. Parce que tous ces éléments lourds qui sont nécessaires à la vie ne pourraient jamais arriver sur une planète
s'il n'y avait pas eu l'explosion de supernova. Le Soleil, c'est une étoile? Le Soleil, c'est une étoile. Si le Soleil explosait, ce serait une supernova? Non, c'est beaucoup trop petit. Le Soleil, c'est banal. Si le Soleil n'explosera pas comme ça, il se transformera en une géante rouge, puis après il se refroidira, il se contractera, et ça terminera ce qu'on appelle une étoile naine. Quand vous dites trop petit, c'est quoi trop petit par rapport à la supernova? Le rayon primordial de la supernova, c'était 3000 fois le rayon du Soleil. Et la masse, à peu près 10 fois plus. Donc c'est tout à fait un autre ordre de grandeur. Elle est loin de nous, cette supernova? Elle est à 50 kg par sec, ça fait 163 000 années-lumière. Pour nous, c'est très très près. C'est plus important pour nous que ça soit dans les nuages Magellans plutôt que ça soit dans notre galaxie, parce que vous imaginez